je ne sais plus où acheter mes maillots. Et je vais pas te le cacher, ça commence à me rendre fou. Où acheter ces maillots? Comment les stocker? Est-ce que je conseille de les encadrer? Tout un tas de petites questions sélectionnées auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Allez, nous voilà partis. Y'a plein de potes, j'espère que vous allez bien. Et oui, je ne suis pas décédé. Tout va très très bien. On a failli passer les 1 mois sans vidéo, mais non, nous revoilà actifs. Ça fait très longtemps qu'on n'a rien tourné. Et il y a quelque chose qui est en train de me peser pas mal, c'est cette boîte avec plein de maillots que j'ai acheté et que j'ai jamais mis sur les portants parce que je voulais vous les présenter. Et j'ai juste envie de tous les mettre sur cintre et les intégrer à la collection. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui sur fond de quelques questions que vous m'avez posées comme d'habitude. D'ailleurs, avant de lancer les hostilités, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si le contenu vous plaît et pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et peut-être le plus important, à lâcher un petit commentaire avec l'une des questions collection maillot ou bien un débat que vous souhaitez qu'on évoque pour les prochaines parce que je trouve vraiment le concept sympa et pas prise de tête. Bon, on va commencer par un maillot qui est juste là et que je tenais à vous montrer. Ça fait un petit moment que je l'ai récupéré et d'ailleurs j'en avais fait un contenu court. Alors je pense que vous avez compris, c'est un maillot de l'équipe de France. On est en plus en plein euro. L'équipe de France joue aujourd'hui à 18 h à l'heure où on se parle. Et pour ceux qui s'y connaissent, c'est un maillot de l'équipe de France 2018 qui est retourné parce que je l'ai porté et lavé. On peut le voir aux aérations que c'est un maillot version sympathique, petite étiquette sur le côté et pas d'étiquette volante, ce qui fait que c'est un maillot en version stock pro. L'étiquette thermocollée est juste ici. Et alors, première chose que je voulais vous remonter, c'est que hier je me suis rendu compte en me préparant pour le laver que c'était vraiment conçu spécialement à l'intérieur pour pas gêner la personne qui le portait. Et ici on a une petite thermocollure avec une couture vraiment très très fine ici, avec le bouton qui est pris par dessus. En fait c'est vraiment très très bien fait pour que la personne qui le porte soit pas gênée. Je vais donc vous le retourner parce que c'est vrai que je vous en ai pas encore parlé, mais c'est une config vraiment sympathique que j'ai récupéré grâce à mon ami Vincent, maillot des champions. Je vous ai pas montré un des détails les plus importants. Comme vous pouvez le voir, c'est un maillot, alors je sais pas si vous le verrez bien, un maillot une étoile qui a pour particularité d'avoir été rebadgé en config de jeune. Et en fait, on va le voir en le retournant, il n'y avait pas de différence entre les maillots espoirs et les maillots pro. Les maillots de l'équipe A, du moins dans certains cas, il y avait des maillots pro qui avaient été réutilisés pour les espoirs avec le petit drapeau français tricolore parce qu'il n'y a pas l'étoile systématiquement quand les maillots sont utilisés en compétition de jeunes. En fait, le petit drapeau de la France est remis par-dessus cette étoile qu'on peut voir quand le maillot est retourné. Donc déjà, c'est très très stylé d'avoir ce petit drapeau de l'équipe de France parce que ceux qui connaissent pas se demandent pourquoi il y a un drapeau là-dessus. Le drapeau est assez stylé en plus de ça, en plusieurs textures. Et c'est donc un maillot de l'équipe de France qui est pas floqué à l'avant, qui a un patch qui est vraiment sympathique, patch d'Euro U17 qui est assez capricieux et qui se laisse pas montrer. De l'autre côté, un petit respect des familles qui est en texture de badge de nation, qui se décolle un petit peu, hein. D'ailleurs il va falloir que je remette un petit coup de presse ou du moins de colle, mais ça fait partie des risques du métier. Ça reste quand même moins grave que ce qui se passe à l'Euro actuellement pour l'Italie. Et donc c'est un maillot porté à l'Euro U17 2018 ou 2019 je crois, par le numéro 2. On avait retrouvé qui avait porté ce maillot, mais pour la petite histoire je l'ai payé 50 €, qui est, je trouve au vu de la config, très très respectable. Le numéro 2 est un flocage 2 étoiles. Et ce maillot là j'ai eu la chance de pouvoir le porter. En fait je me suis dit que comme on n'avait pas la certitude du joueur qui l'a porté, etc. Ça me permettait de pouvoir le mettre, de sortir un maillot dans une belle config pour jouer au foot, en plus de pouvoir bénéficier de la technologie qui a été conçue pour les joueurs. Et donc voilà, petit ajout sympa pour commencer, qui va aller rejoindre le fond du décor, qui se passe rien du tout ici. Ok, ça marche, on le voit quasiment pas, mais au moins il est là. Bon, on va commencer par la petite boîte et on va commencer par le maillot qui nécessite le moins de commentaires parce que c'est plutôt un cadeau pour un projet qu'un vrai maillot que j'ai acheté. On va se munir d'un petit cintre comme d'habitude et c'est un maillot test de mon ami Idriss de la chaîne L'amour du maillot. Un gros soutien, dédicace comme d'habitude avec un numéro 2. C'est donc un Angleterre 2010 qui avait été utilisé pour être floqué. Flocage défectueux parce que très très ancien et plutôt capricieux. Maillot qui est en coton. Il y a rien de comparable avec le France 2018 hyper aéré en vapornite qu'on a pu voir juste avant. Maillot qui en version manche longue. Alors je sais pas du tout ce que j'en ferai, est-ce que j'essaierai de le décoller, je ne sais pas parce que étant donné que le flocage est rouge, il y a de fortes chances que ça bave un petit peu et que ça fasse une grosse trace rouge sur le maillot. Quoi qu'il en soit, il est là, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai toujours eu un peu de mal avec l'étoile qui est cousue en ton sur ton, en blanc sur blanc en fait. Ce qui est dommage c'est qu'on la voit pas des masses. J'imagine que c'est une signification et que c'est un choix qui est vraiment assumé. Mais c'est un petit détail qui me fait tiquer. Taille 40 pour bien correspondre à la personne qui a choisi de choisir cette taille. Et le blason des Anglais qui est super joli en fait, cousu, plutôt pas mal. En tout cas c'est vrai que Umbro avait vraiment des manières particulières de faire. En témoigne cette petite pièce de tissu. Je sais pas si je pourrais bien vous montrer, mais on dirait vraiment un pull en fait, très très particulier. On va le mettre ce maillot plus loin. Peut-être qu'un jour on en fera quelque chose, quoi qu'il en soit. Merci Idriss pour ce petit cadeau. Bon, maintenant c'est vrai que on n'a pas encore parlé de la première question que j'avais prévu d'évoquer dans cette vidéo. Discussion à savoir comment stocker ces maillots. Du moins comment je stocke les miens. Bon, je pense que déjà vous avez un petit ordre d'idée. Je pense que y a plusieurs facteurs à prendre en compte forcément. D'une part, la place, l'encombrement. En d'autres termes, la place que vous avez à dédier au rangement de votre collection. L'argent que vous avez à votre disposition pour vous permettre de stocker vos maillots. Un peu le temps à y passer, même si lycée, si vous appliquez les bonnes pratiques à chaque fois que vous rentrez un maillot, ce sera pas si long que ça. Et pour finir, l'importance que vous donnez au fait de voir votre collection couramment. Alors, on a l'impression que c'est un sujet hyper sérieux, alors qu'en vérité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de stocker. Je vais reprendre un peu les points que j'ai évoqués juste avant par rapport à mon choix final. Moi, personnellement, j'ai choisi de les mettre sur portant parce que c'est ce qu'il y a de plus visuel et on va pas se le cacher, si jamais je veux avoir une chaîne de maillots et que j'ai une collection assez volumineuse, j'ai tout intérêt à la montrer et à faire en sorte que ce soit le plus visuel possible à
à la caméra, à l'écran. Donc le portant c'était déjà une bonne idée. En plus de ça, je vous en avais parlé aussi plusieurs fois, mais c'est peut-être bateau ce que je vais vous dire, mais j'ai bien longtemps eu une chambre qui était avec les murs gris, couleur que j'avais moi-même choisie, hein, c'est pas la fin du monde, mais juste je trouvais la chambre un peu terne et j'ai toujours voulu y ajouter des couleurs. Et quand je me suis rendu compte que mes maillots étaient bien souvent de couleurs différentes, ça permettait de rajouter un peu de couleurs à cela, en plus de me permettre de pouvoir les constater visuellement très souvent et de me dire ma collection est là et quand je veux je peux aller checker les maillots, me rappeler des souvenirs, etc. Transition toute trouvée parce que le fait d'avoir cette collection toujours à portée de main, ça permet aussi de toujours en profiter, de voir ce que vous avez acheté, de vous remémorer l'achat de certaines pièces, etc. Maintenant il y a des points négatifs. Déjà d'une part, c'est que si vous n'avez pas de store par exemple comme j'ai là, avec la lumière, les maillots peuvent passer, la couleur peut pâlir, les matériaux peuvent s'altérer, donc faudrait idéalement les protéger. Moi je mets un plaid dessus mais c'est pas non plus ce qu'il y a d'optimal. Maintenant bien souvent les rideaux sont fermés et je fais en sorte que la lumière ne tape pas directement sur les portants. Ensuite autre souci à mettre ces maillots sur portants, c'est que bien souvent les flocages peuvent se toucher. T'as le sponsor du devant d'un maillot qui peut toucher le flocage de l'autre. Alors comme j'ai quasiment que des sponsors et flocage officiel, ça amoindrit les risques. Maintenant parfois des matériaux vieillissent plus mal que d'autres et peuvent, même s'ils sont officiels, devenir un peu collants ou poreux et donc endommager les autres. En théorie le choix optimal ce serait de les mettre sur cintre. C'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai oublié aussi, mais il faut aussi pouvoir assumer la place parce que c'est vrai que ça prend quand même pas mal de place. Pour moi je suis en l'extrême, j'ai trop important parce que j'ai voulu faire en sorte de pouvoir les moduler et adapter en fonction des besoins de la vidéo. Mais s'il y avait volonté d'optimiser la place et l'encombrement, je m'en sortirais autrement et j'aurais fait autrement. Et donc ouais, c'est vrai qu'important ça prend beaucoup plus de place qu'une armoire qui est déjà faite pour ça. Donc je reviens à ce que je disais de base, désolé Jean-Claude Van Damme, on peut me découper, mettre le début à la fin, la fin au début. Je disais que la manière optimale ce serait certainement, si vous en avez la possibilité niveau espace, ce serait de faire la même chose que moi, juste avec une petite variation, ce serait d'utiliser des genres de chemises en plastique, des protections qui prennent tout le maillot, qui partent du haut du cintre, avec un petit trou qui est fait pour laisser passer la tête du cintre qui permet d'accrocher jusque le bas. J'en avais quelques-unes mais je les ai enlevées parce que j'avais envie d'uniformité, je voulais pas garder certains maillots sous plastique et d'autres non. C'est vraiment pas prudent du tout, hein. Je vous conseille pas du tout de faire comme moi parce qu'au final, les maillots qui étaient sous chemise avaient été mis sous chemise parce qu'ils étaient assez rares et qui risquaient de s'altérer. J'ai pris le parti d'enlever la chemise, quitte à ce que je les endommage, mais en contrepartie, je les ai toujours en visu. J'ai pas besoin de me prendre la tête et me dire il faut que j'enlève la chemise si je veux vraiment le toucher, le voir et de pouvoir en profiter. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, hein. Chacun y verra son compte, chacun fera avec ses possibilités du moment. Il y a la possibilité de les mettre dans un... Donc là j'ai ce bac mais dans un carton, dans un placard, dans un tiroir. C'est faisable, ça doit moins prendre la poussière, t'as moins le risque d'altération par rapport à la lumière. Ça prend moins de place également. Maintenant si vous avez des flocages et des sponsors qui sont repliés les uns sur les autres, il y a possibilité aussi que ça s'altère alors que le maillot est très bien rangé. Donc libre à vous de choisir la solution qui vous conviendra le plus. Et je veux juste finir avec ce portant là que je conseille pas forcément à tout le monde parce que je galère vraiment à faire quelque chose de propre. Je trouve que ça rend toujours mal à la caméra et pourtant j'y ai passé du temps, hein. Mais voyant que j'avais beau essayer de ranger le maillot de gauche, au final t'as celui de droite qui bouge, tu te rends compte qu'ils sont pas toujours au même niveau, qu'un maillot est plus grand qu'un autre, donc du coup ils tombent pas exactement pareil au niveau de la hauteur. Donc je conseillerais pas forcément ce genre de portant, quoi qu'il en soit, essayez des choses et faites-vous vos propres avis. Bon, je vais en arrêter là parce que ça fait bien longtemps que je parle et au final j'ai juste évoqué la première question et c'est pas que je pense être la plus intéressante. On va passer au maillot suivant, un maillot pas forcément glorieux. On va aller un peu plus vite parce que celui-ci je l'ai déjà, un Italie 2014 qui est en version 9 avec étiquette si je me trompe pas, je vérifie juste. Yes, il me semble que c'est ça. Ce maillot je l'avais récupéré avec un coffret floqué au nom de Marco Verratti, il est cette fois-ci floqué d'un numéro 3. J'ai récupéré parce que déjà acheté à bon prix et surtout parce qu'il était en manche longue et j'aime bien quand il y a la personnalisation des manches jusqu'au bout. Bon cette fois-ci t'as juste le petit drapeau de l'Italie en bas, un peu comme ce qui était fait sur les manches courtes. Le Puma ici qui est en matière de petites cordes. J'ai l'impression ce maillot là ça fait 50 fois que je le présente. Le blason de l'Italie avec la cordelette autour et un numéro 3 de jeune qui a d'ailleurs été floqué avec insistance. On peut voir les petites parties en gel de derrière. Maillot qui a pour particularité d'utiliser la fameuse technologie un peu marrante de Puma avec les bandes de gel à l'intérieur qui sont censées stimuler le joueur et améliorer la circulation du sang, etc. Un peu bullshit. Ah ouais, il y avait juste la petite mention derrière que j'aurais dû vous montrer qui est là pour les traditions italiennes en bas du dos. Maillot qui casse pas trois pattes d'un canard en plus d'avoir été porté dans une période pas vraiment glorieuse pour l'Italie. On a eu le maillot de l'Angleterre 2010 là-bas, on a le maillot de l'Italie maintenant. Ça me fait penser au fameux Angleterre-Italie de la Coupe du Monde 2014 où je me suis lâchement endormi pendant le match et je me suis réveillé quand le match était terminé. Allez, continuons au maillot suivant et une fois que je vous l'aurai montré, je traiterai aussi la question suivante en même temps. Un nouveau maillot d'une équipe très peu représentée de la collection, c'est totalement faux. Encore un maillot de l'équipe de France, c'est cette fois-ci un France 2016 domicile qui a pour particularité d'être forcément en manche longue comme vous pouvez le voir avec une seule étiquette ici qui signifie que c'est un maillot en version Stock Pro, la grande classique. Maillot qui est pas un Aero Swift mais un Dry Fit. Il y a les deux versions et comme je retiens jamais laquelle est la plus rare que l'autre, je m'abstiendrai de commentaires. Que dire sinon, ce qui est peut-être le plus marquant c'est qu'il est en taille XL, c'est que c'est un de mes templates préférés avec le petit motif sur les manches. Ces genres de lignes là, qui d'ailleurs quand vous faites des fils tirés donne un rendu vraiment dégueulasse. Un peu grand pour moi je pense mais j'aurais bien aimé le porter. Et sinon ouais, le template est vraiment trop sympa avec le plastron, bon qu'on voit pas des masses. Le coq comme ça en relief est vraiment trop joli, je vous le montre rapidement. En matière de gomme, en silicone c'est vraiment super joli. C'est vraiment tout ce que je kiffais de ouf. J'avais pas ce maillot là alors que j'ai deux away, bien content. Maintenant faudra peut-être essayer de le récupérer floqué, pourquoi pas badger. Même si normalement
ce serait customisable, mais bon, il y a du temps à y passer, et le temps on en manque un peu au vu de la cadence de vidéo. Je peux encore parler de la prochaine question, et c'est une question qu'on m'avait posée en live, je crois, à savoir, est-ce que je conseillerais d'encadrer mes maillots? Alors, personnellement, moi je l'ai fait avec les moyens du bord une fois, et le résultat était vraiment pas dingue, parce que c'est assez compliqué en fait. Tu peux pas te permettre de faire ça à l'arrache. On en avait parlé en live justement, quand on m'avait posé la question pour recueillir les témoignages du chat, et ce qui en était revenu, c'est que tu peux pas te lancer à l'arrache. Déjà, il faut un beau cadre, un cadre ça coûte un certain billet, il faut de quoi pouvoir tendre le maillot à l'intérieur, donc peut-être, je sais pas, des agrafes, des pinces, une plaque à l'intérieur à la forme du maillot, ce qui fait que, entre l'achat de tout ce que je viens de vous lister et le temps passé, t'as un coût significatif de temps et d'argent, et pour en revenir sur le temps, pour avoir vraiment un rendu uniforme et propre, je pense qu'il faut vraiment compter plusieurs heures. Alors si tu y arrives en moins de temps, tant mieux pour toi, mais moi personnellement c'est ce qui me freine. En plus de ça, faut vraiment choisir le bon maillot, la bonne opportunité j'ai envie de dire. Moi personnellement, si j'avais à le faire, je mettrais peut-être des jolis fakes, ou bien peut-être des maillots réplicas dédicacés. Maintenant, si j'avais un maillot par exemple porté en match dédicacé avec traces d'herbe, etc., je sais pas si je laisserais là-dedans, parce que si jamais le sponsor ou le flocage colle à la vitre ou à l'autre partie du maillot, faut partir du principe que le maillot tu pourras plus jamais l'enlever, ou bien quand tu l'enlèveras il sera altéré. Autre facteur à prendre en compte, c'est que quand tu vas le mettre à l'intérieur, bien souvent tu vas certainement devoir le tirer, peut-être le bloquer avec une autre partie, donc il prendra peut-être la forme de la plaque que tu as mis à l'intérieur. Est-ce que tu vas devoir l'agrafer, donc faire des trous? Est-ce que tu vas devoir le tirer, peut-être lui faire des bouloches parce que ça va toucher le bois du cadre? Enfin franchement, c'est pas évident, parce que je pense qu'il y a autant de cas que de maillots. Mais personnellement, si j'avais un réplica signé par un de mes joueurs favoris, tu l'encadres, t'essaies de faire ça au propre. Si jamais tu l'altères un peu, tu t'en fous parce que c'est pas un maillot de match, c'est pas un maillot version joueur. Tant que tu vois bien la signature et que tu niques pas l'endroit où il y a la signature et que c'est bien mis en évidence, bah t'en as pour ton compte. Mais je trouve ça quand même assez risqué. J'ai vu sur TikTok une publicité qui montrait quelqu'un qui était spécialisé là-dedans et qui faisait justement de l'encadrement de maillot. Et alors loin de là l'idée de tailler le travail, bien au contraire c'est compliqué, il faut des compromis, c'est ce que je vous disais avant. Mais j'ai vu qu'il mettait plein d'épingles et plein qui étaient passés en force sur le maillot. Pour le peu que le plastique soit pas bien limé ou quoi et qu'il y a un petit résidu, un petit pic qui fasse des trous quand tu veux enlever le maillot, bah, tu peux te retrouver assez frustré. Maintenant, si tu le fais toi-même avec beaucoup de temps, avec les objets et outils adéquats, tu trouveras certainement ton compte. Et j'avais vu aussi une fois sur les réseaux quelqu'un qui avait encadré un maillot dans du plexiglas et tout. Le mec avait mis plusieurs mois. Moi j'imagine qu'il a pas travaillé du matin au soir là-dessus, mais il a passé vraiment beaucoup de temps avant d'avoir un résultat uniforme pour un seul maillot. Donc libre à vous de penser ce que vous voulez. C'est comme en fait ça vient recouper avec ce qu'on disait avant par rapport au fait d'entreposer ses maillots et de les ranger. Chaque solution a son lot de points positifs et son lot de points négatifs. Dernier maillot que je vais vous présenter avant de vous parler du sujet le plus important de la vidéo et ce qui m'a vraiment motivé à la faire, en plus de vous parler un petit peu de coulisses de mes activités. C'est ce maillot de la France 2010, maillot que vous connaissez peut-être si vous êtes assidu de la chaîne, pour la simple et bonne raison que ce maillot il a été floqué par mes soins. Maillot du numéro 9, porté par Nicolas Anelka. Le numéro 9 qui a été porté, pas le maillot, c'est un maillot qui est en version joueur boutique, à savoir qu'il y avait plusieurs versions différentes déjà pour ces maillots qui étaient parus en 2010. Un maillot que vous connaissez tous, j'imagine bien, pour ceux qui sont de ma génération, un maillot qui rappelle pas forcément de bons souvenirs. Maintenant, pour ses particularités, j'étais vraiment curieux de le floquer quand j'avais dû le floquer à mon pote Vincent Maillot des Champions, je salue, qui me l'a vendu. Donc en fait je l'ai récupéré parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour le maillot. Maillot en technologie TechFit, joueur de l'époque, qui fait qu'il y a des bandes de flocage un peu partout sur le maillot, des motifs assez particuliers, les bandes qui sont thermocollées ici même et qui brillent de par leur texture, assez sympa, un maillot qui est hyper élastique, le flocage Jabulani de l'époque, Adidas qui est super beau, en plus de ça Anelka, joueur passé par le PSG, et histoire que j'avais rattrapé, du moins je parle de l'histoire de Nicolas Anelka, précurseur bien que discutable, et qui m'avait un peu marqué, le motif de croix derrière le dos là, qui permet d'avoir une zone bien définie, bien délimitée, ce qui m'avait bien aidé au moment où j'avais floqué le maillot, et ce maillot là donc je l'avais floqué ça va faire peut-être 6 mois, 1 an maintenant, avec des matériaux officiels d'époque, et je m'étais dit que j'étais vraiment satisfait de la tournure que prenait le projet, parce que me permettre de floquer un maillot joueur d'époque avec des matériaux officiels, matériaux qui se sont décollés et qui donnent ce beau maillot, ça faisait pas mal de belles anecdotes. C'est un taille L, et puis il y a le gros encart à l'intérieur du col avec la FFF et le Adidas. Le maillot, chacun en pense ce qu'il veut, il y aura des pour, il y aura des contre. C'est vrai que j'ai même pas notifié, mais l'énorme étoile au-dessus du coq, déjà le coq est déjà assez gros, mais alors l'étoile au-dessus est vraiment fat. Ce sera le dernier ajout du jour, et maintenant c'est l'instant discussion, à savoir une question qu'on me pose très souvent: où est-ce que tu achètes les maillots? Je vais pas vous faire la réponse habituelle, ah moi vous savez maintenant j'ai des collègues qui collectionnent et donc on me propose directement des maillots d'autres collectionneurs, faites-vous un réseau, etc. Parce que vous connaissez déjà la chanson et que ça vous fera pas du tout avancer si vous démarrez. Où est-ce que j'achète mes maillots? Et bien c'est une bonne question, parce que moi-même en vérité je sais pas trop. Je pourrais vous conseiller directement les sites des équipementiers, le site des fédés, le site des clubs, sauf que bien souvent c'est cher. Alors certes vous avez un grand choix niveau flocage, un grand choix au niveau maillot, mais à quel coût? Ensuite je pourrais vous conseiller d'aller faire le tour des sites du genre Espace Foot, Foot Center, Sport Direct, où il y a des trucs sympas. Enfin bref, tous les sites de vente d'articles de sport que vous pouvez connaître ou non, qui sont un peu plus nichés mais qui commencent à devenir bien connus du grand public. Je pense à Sport Direct, tout le monde connaît maintenant, c'est l'équivalent d'Intersport en Angleterre, et ils ont bien souvent des rabais intéressants, même si les promotions peuvent s'expliquer par rapport au code du maillot. Maintenant, c'est là où vient tout le problème, je pourrais aussi vous conseiller Classic Football Shirts, ou d'autres alternatives, de toute façon il y en a plein d'autres, je vais pas toutes vous les citer, et je vais vous dire justement après pourquoi je veux pas toutes les citer, parce que Classic Football Shirts, bon, on va pas refaire le monde, tout le monde connaît ce site maintenant, du moins il s'est hyper démocratisé, c'est un site où vous avez un choix
de maillots vraiment énorme. Site basé en Angleterre, un projet de passionné qui est assez ancien maintenant. La réputation n'est plus à refaire. Premier bémol, les prix sont assez élevés. Je vous dis ça tout en ayant un lien affilié. Donc si jamais vous avez pour but de passer commande chez Classic Football Shirts, n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Ça soutient la chaîne et il y a le code QFM10 qui vous octroie 10% de réduction. Mais je suis pas honnête si je vous mets pas en garde sur les petits points négatifs. C'est que, donc on l'a dit, les prix sont assez élevés. Maintenant, comme ils ont pour réputation d'être hyper fiables, vous payez un certain prestige, une certaine validation et une certaine assurance d'avoir un produit authentique et certifié, que ça peut justifier le prix. En plus de la hype folle du monde des maillots qui fait que ça n'aide pas. Et le deuxième problème, et qui est le plus dommageable, c'est que malheureusement maintenant vous avez certains maillots qui sont pas officiels. Donc alors ça arrive, hein, s'il y a 0,01% des maillots qui circulent sur CFS qui sont fake, c'est pas acceptable en tant que client, mais quand tu fais un pas de recul, t'as forcément accepté qu'il y ait une petite tolérance, une petite marge d'erreur par rapport au volume de maillots qui rentrent et qui sortent. L'autre partie qui me dérange un peu plus, c'est que vous avez des maillots refloqués. Alors refloqués ça me dérange pas forcément parce que vous connaissez la politique de la maison. Maintenant refloqués avec des faux flocages, là ça me dérange un peu plus. On a connu des personnes qui ont lâché des 200 balles dans des maillots qui se retrouvent avec des vulgaires reproductions. Quand tu payes 40 € avec un flocage reproduit, t'achètes en connaissance de cause et tu sais pourquoi t'as payé. Quand t'achètes un top maillot gâché par un faux flocage et que tu t'en rends compte au moment où tu le reçois et que le retour est compliqué, ça devient tout de suite moins rigolo. C'est donc là où vient la conclusion de ma réflexion, c'est que comment pourrais-je vous conseiller de passer via tel ou tel site quand même la référence mondiale du marché n'est pas 100% fiable. Et là je vais vous parler de quelque chose dont vous vous en foutez certainement mais qu'il faut prendre en considération, c'est que lorsque je m'engage, lorsque je fais la promo d'un site ou que je vous conseille quelque chose, je me porte indirectement garant de ce que vous allez acheter, de votre expérience et de ce que vous allez recevoir. Et c'est bien souvent pour ça que vous vous retrouvez avec des créateurs de contenu robinet d'eau tiède qui vont vous recommander toujours les mêmes choses en boucle parce que personne n'a envie de se mouiller et personne n'a envie d'assumer les conséquences d'un site qui aura pu vous vendre quelque chose de douteux. On en a eu d'autres, des cas, des sites français qui ont des membres qui insultent des gens sur Vinted ou des pratiques douteuses d'achat-revente avec d'évaluation des maillots achetés. Enfin, il y en a plein d'autres. Mais dans ma position, je me retrouve un peu bloqué à devoir dire aux gens achetez sur le site des fédérations alors que normalement dans ma politique, je dis toujours qu'il faut chercher, qu'il faut pas acheter prix fort, etc. Parce que derrière, j'ai pas envie de me retrouver avec une sale répute parce que j'ai recommandé un site qui a vendu un faux maillot à quelqu'un de la commu. Et donc, autre transition, donc ça c'est quelque chose de plus personnel que j'aimerais partager, c'est que bien souvent on me partage des projets. Alors des personnes qui se lancent, qui ont des idées certainement très bonnes, y a pas de souci là-dessus, qui se lancent dans des sites de maillots, dans des sites de box mystère, dans ce que vous voulez, enfin bref, de l'entrepreneuriat dans le game du maillot. Et je me retrouve pour les mêmes raisons à ne même pas pouvoir y répondre parce qu'en fait, t'as pas le temps d'aller épier la personne du début à la fin, de savoir si le projet est concret, si la personne va être sérieuse, si l'article va arriver en temps et en heure, de manière correcte, qu'il y aura pas de problème, que le service client répondra présent. En bref, qu'il y aura aucune embûche, pour la simple et bonne raison que si à un seul moment de la chaîne, entre l'expérience du client qui est sur le site et le moment où le maillot sera déballé, il y a un souci, et ben ce sera entre guillemets pour ma pomme et je me serai avancé pour quelqu'un que je ne connaissais pas de base en fait. Donc tu peux pas te retrouver à faire l'abbé Pierre et donc faire la promo de tout et n'importe quoi sous prétexte que le projet est sympathique, sous prétexte que quelqu'un est de la commune, etc. Parce qu'en fait j'ai trop à y perdre et c'est l'équivalent de tous les créateurs de contenu qui essaient de se préserver une bonne image. Alors au détriment de certains beaux projets, je le nie pas, j'ai été dans cette configuration là aussi, mais avec du recul et en étant de l'autre côté du projet, à savoir du côté de la personne qui reçoit la proposition, je me rends compte que c'est pas si simple et je comprends maintenant pourquoi au début de mes projets, y a pas grand monde qui me donnait l'heure, y a pas grand monde qui prenait la peine de considérer ce que je lui envoyais. Et donc pour conclure là-dessus par rapport aux propositions de projet, etc. Bien souvent les personnes qui vous font la propale pensent à ce que vous avez à y gagner, mais ne pensent pas à ce que vous avez à y perdre. Et honnêtement c'est dommageable de devoir penser comme ça, mais si t'es là sur le long terme, moi personnellement dans mon cas, je sais pas, ça va faire 4 ans là, je reviens un peu la date que je me suis lancé là-dedans. J'essaie de garder une ligne directrice assez clean et garder une image personnelle assez clean tout simplement. Je vais pas risquer de revenir sur 4 ans de travail et de salir ma réputation pour un projet que je connais pas, qui va me rapporter très peu en retour. Enfin, en fait, c'est même pas question de rapport sur investissement, c'est juste question de bon sens et ça explique malheureusement pas mal de choix. Pour en conclure et revenir sur la question de base, quel site je recommande? Si vous achetez en connaissance de cause, les sites comme Classic Football Shirts, les équipementiers, les grosses chaînes de sport, Vinted si vous savez identifier les vrais défauts, le réseautage, les connaissances par collection via Insta, via des groupes Facebook, etc. C'est peut-être la finalité qui est la plus importante. Ne prêtez pas allégeance à un seul mode d'achat. Utilisez un petit peu tout, ce qui permet de lisser les risques, de maximiser ses connaissances et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On a l'impression de parler de choses vraiment très sérieuses pour un achat de maillot, mais j'imagine que t'as compris où est-ce que je voulais en venir. Bon, on va finir par un maillot que je voulais vous montrer. Je suis désolé, j'ai parlé pendant très longtemps, mais c'est quelque chose que je voulais vraiment évoquer parce que je reçois plein de demandes, j'ai été dans cette position aussi. Bien souvent, je pense que les personnes ne comprennent pas forcément pourquoi ils ont pas de réponse, etc. Et je trouvais ça important. Je viens de regarder la vidéo de compte de foot sur Antoine Griezmann, et donc vous savez certainement pourquoi je porte ce maillot actuellement dans ma main. Maillot de l'Atlético 2015-2016 que j'avais acheté sur Classic Football Shirts justement. Maillot qui a pour particularité d'avoir qu'une étiquette et d'être en version stock pro, flocage Griezmann. Les flocages de l'époque de l'Atlético, alors ils sont esthétiques ou non, je vous laisserai en juger. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont iconiques je trouve. L'équipe là avec Juan Fran, Felipe Luis, El Famoso Gabi, que des souvenirs et forcément des étiquettes thermocollées en bas du maillot. Les bandes, le swoosh, le bleu, le blanc et le rouge. L'ancien logo de l'Atlético qui j'imagine va être réutilisé de ce que j'ai compris. Le contour jaune, les aérations ici découpées au laser et pour finir les aérations sur les flancs. Maillot qui est assez lourd au final, pas très respirant. Comme quoi ça a bien changé quelques mois voire années plus tard. Et ce qui me permet aussi de vous dire que vous devez profiter d'Antoine
Griezmann et qu'il faut se rappeler tous les jours à quel point on a eu de la chance de l'avoir en équipe de France et j'espère qu'on va encore en profiter quelques jours voire semaines. C'est donc la fin de cette vidéo, 44 minutes de rush, je sais pas comment j'aurais compilé ça. Petit point de discussion, je sais pas s'il y a grand monde qui sera encore là à ce moment-là, mais c'est pas très gênant. Pas énormément d'activité en ce moment par rapport à l'Euro, énormément de travail côté Foot Press, si ça intéresse quelqu'un. Site de flocage et de patch officiel que vous pouvez retrouver en bio. Beaucoup de flocages anciens, les patchs de l'Euro actuellement utilisés qui sont disponibles. Donc voilà, c'est le projet là qui me prend le plus de temps, ce qui est logique. Couplé à une période d'activité restreinte pour des raisons personnelles, ça donne une activité vraiment douteuse. On va essayer de reprendre ça même si je m'avance plus trop maintenant. Priorité aux commandes, priorité aux projets qui fonctionnent le plus. Et donc on fera au mieux. Rendez-vous certainement bientôt pour un nouveau drop et donc un live où on pourra parler de tout et de rien, mais surtout de maillots. Hâte de vous lire en commentaire par rapport à tout ce que j'ai évoqué aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusque là. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, salut!